Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme tu disais Bruno, je suis sociologue, j'ai rejoint l'unité ESSEF, qui est une unité de recherche en santé publique, qui est dirigée par Karine Chevreul et Corinne Alberti. Et je vais vous parler plutôt des aspects sociologiques du Covid-19 sur la question de la perception du risque, parce que bien les sciences humaines et sociales, en temps de crise sanitaire, peuvent être utiles pour aider à comprendre justement cette perception des risques et des mesures de prévention. Et donc, je vais vous parler de cette problématique et aussi d'un projet que nous avons commencé, initié dans notre équipe. Alors, d'abord, bien, l'information et la... Alors, je ne sais pas pourquoi les diapos défilent. C'est pas moi qui les... C'est pas moi qui... La main dessus, ça y est, je reprends la main dessus, ok. Alors, information et communication sont centrales dans la gestion des urgences sanitaires et peuvent avoir une influence sur les comportements de la population. Informer dans ce cadre n'est pas facile. Bien sûr, il faut s'assurer que la perception du risque est élevée. Autrement dit, il faut être sûr que la population a peur, tout à la fois en réassurant sur les mesures de prévention qui ont été prises. Et pour favoriser donc l'adoption des comportements, mais aussi limiter le désarroi de la population. Alors, que nous apprennent les épidémies précédentes? D'abord, les épidémies les plus récentes, comme le virus H1N1 ou le SRAS, ont d'abord montré que cette communication elle était difficile parce qu'il y a une multiplicité de voix, celle du gouvernement, les autorités sanitaires, les médias traditionnels et de nos jours des nouveaux médias, l'Internet et les réseaux sociaux. Globalement, les études soulignent l'importance des dimensions psychologiques, sociales, culturelles dans la réception de l'information et dans les réponses apportées. La limite des études, c'est celle qu'on retrouve par ailleurs. Ce sont des études qui sont souvent transversales, donc la causalité difficile à établir. Et surtout, il y a beaucoup d'études sur les connaissances que les personnes peuvent avoir, mais finalement, les connaissances, elles sont à distinguer des pratiques. On sait par cœur dans la prévention en primaire ou autre, que connaissance ne veut pas dire adoption d'une pratique, il suffit de penser au tabac. Mais voilà, c'est un des piliers des mesures de prévention. Mais en tout cas, il y a peu d'études vraiment sur les pratiques. Et puis, finalement, si on regarde la littérature, on est très vite embêté parce que la comparaison avec les autres épidémies est difficile du fait des différences en termes de mode de transmission, peut-être pas tant sur le mode de transmission, mais la période d'incubation n'est pas la même, la durée, la sévérité n'est pas vraiment la même par rapport aux épidémies les plus récentes, et surtout les facteurs de risque, et donc la question de l'âge est très différente, puisque c'était les enfants par exemple qui étaient plutôt visés par le virus H1N1, et ici on est plutôt sur une population plus âgée. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui est différent? C'est la mesure, les mesures qui ont été prises, c'était confinement à l'échelle mondiale, quelque chose qui est complètement nouveau et qui est difficile à comparer avec d'autres types de mesures prises par le passé. Donc finalement, si on se penche sur le modèle un petit peu fondateur de la psychologie de la santé que vous connaissez sans doute tous, qui porte le nom de HBM pour Health Behavior Model, c'est un modèle donc, qui repose beaucoup sur 4 concepts pivots. D'abord, la susceptibilité persuadée, la gravité perçue là aussi de la maladie. Tout ça fait, on va dire, influence la menace et la vision de la menace. Et puis ensuite, on a des bénéfices ou des obstacles, des avantages perçus pour agir, moins les limites perçues à l'action. Et tout ça va donner de la probabilité à suivre une recommandation. Bien sûr, dès le départ, ce modèle montrait l'importance des facteurs, on va dire, plutôt internes, des données socio-démographiques comme l'âge, le sexe, la classe sociale, aussi les variables plutôt psychologiques, la personnalité, les variables qui sont dites structurelles, est-ce que j'ai une connaissance de cette maladie, est-ce que j'ai une expérience avant, et puis les éléments plutôt externes qui sont les éléments déclencheurs de l'action, donc toutes les campagnes de prévention et les différentes interactions avec le système de santé. Donc, je vous présente ce modèle que vous connaissez. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été produits depuis. La théorie de l'action raisonnée, la théorie de l'action planifiée, le modèle transthéorique, la théorie de l'apprentissage social. Donc, tout ça sont des modèles plutôt de psychologie sociale qui vont reprendre quand même toujours ces dimensions. Et qui vont
accorder du coup une place plus ou moins importante à d'autres paramètres. Je pense que les 4 dimensions de l'HBM qui sont donc reprises dans ces autres modèles sont importantes pour poser la problématique. D'abord, donc reprenons un peu cette question de la susceptibilité. Enfin, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est savoir si les conséquences de la maladie sont... Parce qu'il y a un risque pour moi-même. La gravité de la maladie, est-ce que les conséquences du Covid-19 sont graves? Perception de l'efficacité de la recommandation, est-ce que c'est efficace? Et puis perception d'auto-efficacité, est-ce que je suis capable d'adopter ce comportement? Donc si on s'arrête un petit peu sur ces 4 dimensions et qu'on regarde par exemple au départ la susceptibilité perçue de la maladie, eh bien voilà, on peut mobiliser ou en tout cas convoquer les données d'une enquête que vous connaissez sans doute aussi très bien, qui est celle du baromètre santé. Les données sont un peu anciennes, mais elles permettent d'avoir une idée dans la population générale de la crainte pour soi-même, donc du risque, de la susceptibilité par rapport à diverses pathologies. Vous voyez ici accident de la circulation, cancer, consommation d'aliments polio-transformés, le tabac, les maladies cardiaques, Alzheimer, les nouvelles épidémies. Donc les données, je vous disais, j'ai réussi à retrouver ces données seulement maximum à 2010. Ce sont des données, donc les baromètres santé, des enquêtes répétées dans le temps qui sont faites depuis les années 90 sur un échantillon représentatif de la population française. Et vous voyez ici que donc la crainte pour les nouvelles épidémies pour soi-même, en 2010, on était à peu près à 20% des personnes, ce qui était à peu près comparable à la consommation, aux accidents domestiques, et ce qui était 2 fois moins que le risque pour soi-même vis-à-vis de la consommation d'aliments pollués ou transformés. Nous verrons si ces données bougent, si l'élément de collecte est toujours présent, il y a de fortes chances que oui. Alors si on parle de la question de la gravité de la maladie, est-ce que les conséquences de la maladie sont graves? On a à ce jour peu de données, mais comme c'est une enquête qui a été menée par le CEVIPOF, qui est un centre de recherche de Sciences Po, et qui donc a fait via Ipsos un sondage dans la journée, enfin entre le 16 et le 17 mars 2020, donc à peu près, vous rappelez, donc après les élections, sur un échantillon de 1000 personnes, un échantillonnage par quota, qui sont les méthodes traditionnelles des instituts de sondage. Qu'est-ce qu'on voit? Donc la question était, diriez-vous que les conséquences de l'épidémie due au coronavirus sur la santé en France sont aujourd'hui donc peu graves, moyennement graves, plutôt graves, pas du tout graves, très graves? Donc si on additionne, vous le voyez, les très graves et les plutôt graves, on a quand même 85% de la population qui pense que c'est grave. Mais finalement, cet item, il nous renseigne peu. Il est possible qu'une partie des interviewés, en fait, ait pensé aux répercussions du Covid-19 sur le système de santé et pas tant sur les personnes. Donc, on voit déjà comment ça peut être délicat déjà de poser des questions par questionnaire sur un système, sur quelque chose un peu complexe. Il faut pouvoir spécifier vraiment quelle est la perception du risque. Est-ce que c'est pour soi, est-ce que c'est pour les autres? Surtout que, on rappelle, la gravité de la maladie n'est pas la même pour les catégories d'âge. D'abord, ça a été présenté comme une pathologie très sévère pour les 60 ans et plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire bénigne pour 75% de la population, puisqu'on a exactement 73% de la population française qui a moins de 60 ans. Donc, voilà, c'est vraiment important de faire cette distinction. Donc, si on reprend toujours... la question les dimensions qui sont dans l'HBM, eh bien, on arrive à la perception de l'efficacité de la recommandation. Donc là, évidemment, c'est central, et donc on n'a pas vraiment de données là-dessus, mais on peut s'interroger sur cette perception de l'efficacité en lien avec les injonctions quand même contradictoires qui ont été données par le gouvernement français. Donc la première, vous y aurez tous pensé, je pense, c'est la recommandation d'évitement des interactions sociales et des regroupements, et dans le même temps, le même discours, pratiquement la même phrase, l'idée qu'il faut aller voter et que même les plus vulnérables seront protégés en allant voter. Autre injonction contradictoire qui est quand même difficile et qui interroge sans doute les personnes, c'est le fait qu'on nous incite à rester chez soi et pour une autre partie de la population à aller travailler.
Tout ça voilà, est difficile, mais ce qui finalement peut être le plus compliqué, ce sont les incertitudes scientifiques aujourd'hui sur la question de la charge virale restant sur les surfaces, les différents types de surfaces, sur sa volatilité. Tout ça alimente le débat sur le port du masque, y compris dans la communauté scientifique. On voit pas mal d'éditos, de commentaires et de choses qui sont publiés aujourd'hui. Et donc, vous imaginez s'il y a débat dans la communauté scientifique, ce qui peut en être dans la population générale. Voilà, dernier point, la question de la perception de l'auto-efficacité à l'égard de la recommandation, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de mettre en place cette recommandation? Eh bien, si vous voulez, donc entre la mesure, la demande de rester chez soi et l'annonce du confinement, donc il y a eu les élections et puis il y a eu donc ces images, ces commentaires sur le fait que beaucoup de Parisiens notamment étaient sortis, n'avaient pas compris quelle était la mesure. Et donc là-dessus, c'est là-dessus un petit peu qu'on est parti dans notre équipe en se disant que c'était un point qui était intéressant, important, qu'il fallait un petit peu creuser cette question. Voilà, donc pour réfléchir à ces problématiques, on peut faire appel aux sciences sociales. Excusez-moi, la diapo, voilà. On peut faire appel aux sciences sociales, notamment à l'anthropologie, la sociologie. Il y a de nombreux travaux, notamment donc ceux de Marie Douglas, qui ont montré à quel point il y avait des variétés culturelles dans la perception des risques et puis dans les comportements. Il faut se dire qu'il y a des éléments de croyance qu'on pourrait dire peut-être irrationnels, en tout cas dans les sociétés dites rationalistes. Voilà, il y a plein d'enquêtes, de travaux en sciences humaines et sociales qui le montrent. Ici, c'est les travaux d'une ethnologue française sur la sorcellerie, dans la sorcellerie dans la société paysanne traditionnelle française dans les années 70, mais il y en a d'autres. Un très très beau livre au passage, je le note. Bien sûr, donc ces éléments de croyance doivent être pris en compte, doivent être pris au sérieux. Et puis donc ça, c'est les apports de l'ethnologie. En sociologie, bien sûr, donc notre origine sociale détermine nos valeurs, nos normes et nos croyances. Et on peut citer notamment sur cette question tous les travaux du sociologue Patrick Peretti-Vatel, qui lui, il a beaucoup travaillé sur la question des conduites à risque, mais il y a des choses quand même qui sont transposables. Pour lui, donc les conduites à risque, la perception des risques est très liée à deux éléments, notamment la projection dans l'avenir et la conception de la connaissance et des conditions légitimes de sa production. On ne regarde pas les mêmes chaînes d'infos, on ne regarde pas même les savoirs, les connaissances de la même façon. Et tout ça est bien sûr très socialement déterminé. Quand on vit en situation précaire, par exemple, on ne sait pas si on va pouvoir avoir un logement, garder un emploi, même nourrir sa famille, eh bien ça, forcément, ce sont des préoccupations qui sont bien plus pressantes, bien plus importantes que le respect des recommandations sanitaires. Donc finalement, les sciences sociales, elles invitent à changer de posture face au risque. Il y a même donc l'approche constructiviste qui est en fait, moi je trouve dominante dans les sciences sociales et la question du risque. Elles invitent même à dire qu'il faut dépasser la question du risque et surtout ne pas l'objectiver. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de risque en tant que tel, il n'y a que des perceptions subjectives de risque. Et donc, l'idée, c'est de non pas parler de perception, parce que dans les perceptions, il y a l'idée que le risque existe objectivement. On passe du coup au terme de représentation sociale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de symbolisation, de sens que les gens et les individus mettent dans leurs pensées et donc dans leurs actions. Et donc, par exemple, sur le VIH, Denis Jodelet a montré à quel point ça pouvait y avoir des théories quand même assez différentes au moment de l'apparition du VIH, qui ont pu subsister d'ailleurs assez longtemps, notamment c'était la punition qui était infligée par une faute morale, ou c'était la théorie des humeurs, si vous voulez, qui avait découlé un petit peu, donnant l'idée que la maladie en fait se répandait par tous les liquides corporels, donc y compris la sueur ou la salive. Et donc ça a été des choses qui sont restées quand même assez tenaces assez longtemps. Voilà, donc
qu'est-ce que sociale aussi en temps d'urgence sanitaire nous apporte. Eh bien, le problème des sciences sociales, vous savez, c'est qu'on est très lent. On a besoin de temps pour réfléchir, surtout quand avec des méthodes qualitatives. On fait des entretiens, on les relit, on les retranscrit, on les code. Tout ça est très long. Et une partie des sciences sociales s'est adaptée à la question des crises, des urgences sanitaires. Alors pourquoi? Parce que les rumeurs, les idées fausses peuvent se développer rapidement pendant les périodes d'urgence, en particulier s'il n'y a pas de directive de communication claire. Et c'est important de rendre compte, de contextualiser ces croyances, les processus de rationalisation des acteurs et donc d'avoir des méthodes qualitatives. C'est important aussi, dans les temps d'urgence sanitaire, de crise sanitaire, d'avoir des méthodes longitudinales pour comprendre la dynamique des représentations. Mais il y a un décalage entre le temps de la recherche et le temps de l'action. Et j'en profite donc pour vous parler très très rapidement de ces recherches que certains d'entre vous connaissent peut-être, en tout cas tous ceux qui ont travaillé sur, enfin, en tout cas avec des pays en voie de développement sur des crises d'urgence sanitaire. Eh bien, ce sont les recherches rapides. Donc, alors, il y a plein de termes, comme d'habitude, évaluation rapide, recherche rapide. Vous voyez ici un petit tableau qui synthétise un peu quelles sont les méthodes qui sont employées. Donc, vous voyez beaucoup de méthodes mixtes. Pourquoi? Parce que, notamment, les méthodes qualitatives donnent accès très rapidement au contexte, à la compréhension des points qui sont importants pour la population. Donc, bien sûr, ça peut être des interviews, des focus group, des observations. Il y a aussi en géographie de la santé, ces méthodes qualitatives sont beaucoup utilisées et on fait des plans, un petit peu aussi des cartes qui intègrent plusieurs types de données. Le type de processus, bon, il est rapide, vous l'aurez compris, c'est quelques semaines à quelques mois. Il est participatif, donc souvent et surtout quand on est avec des populations qui sont extérieures, qui sont différentes en tout cas de la nôtre. Team-based, c'est vraiment donc des choses qui sont faites en équipe parce que pour que ce soit fait rapidement en quelques semaines, il faut être plusieurs. Et puis c'est itératif comme la plupart des méthodes qualitatives, c'est-à-dire qu'on analyse les données et en même temps on recherche, c'est un processus qui va et vient jusqu'à ce qu'il y ait une saturation de l'information. Alors, j'en viens un petit peu donc au projet de recherche qu'on a monté dans l'équipe. Il s'appelle Compris, Compris pour mesures de prévention et représentation de l'infection et du risque en population générale. L'objectif, c'est donc de documenter la variété des comportements face au risque et puis d'identifier et de comprendre les facteurs qui sont liés au comportement. Donc, ce sont des méthodes, la méthode, c'est une recherche par méthode mixte et donc on a une première phase un peu quantitative dans laquelle donc, on a participé au questionnaire de l'INSERM qui est passé auprès des grandes cohortes et qui est dirigé par Nathalie Bajos. C'est toute petite, c'est un item ou deux qui sont passés. L'essentiel du projet sur lequel on se concentre beaucoup aujourd'hui, ce sont des entretiens qualitatifs répétés avec donc une cohorte qualitative de 60 personnes. Et puis, donc l'idée, c'est que cette cohorte nous aide, ces données qualitatives nous aident à structurer un questionnaire détaillé qui serait passé dans un second temps auprès d'un échantillon de la cohorte Constance. Alors, le terme de cohorte qualitative, ça doit peut-être vous surprendre, vous qui êtes épidémiologiste. On retiendra ici dans le terme de cohorte l'idée de suivre dans le temps. Alors, on suit dans le temps un petit nombre de personnes, mais c'est quand même un suivi dans le temps. Et donc, l'objectif vraiment sur cette cohorte qualitative, donc on vient tout juste de commencer, c'est d'identifier les mécanismes d'érosion ou de renforcement des pratiques conformes aux mesures de prévention. Donc concrètement, on est 14 membres d'équipe impliqués dans la collecte. On a commencé des entretiens téléphoniques avec une soixantaine de personnes au profil sociodémographique, culturel diversifié. Donc, premier entretien lors de la deuxième semaine de confinement, puis on va avoir le deuxième entretien cette semaine, et puis ensuite tous les 15 jours jusqu'à la durée, en tout cas la fin de la mesure de protection la plus importante qui est quand même le confinement. 15 jours après la fin du confinement, on fera les derniers entretiens. Donc c'est un travail, un travail qui soulève plein de questions, qui est éminemment intéressant, qui
mais dans notre équipe, donc on a quand même pas mal de chercheurs en SHS, donc 14, il y en a 7 qui sont vraiment anthropologues ou sociologues, 7 qui sont chercheurs en santé publique mais qui sont formés aux méthodes qualitatives, qui avaient déjà fait des entretiens. On a coécrit le guide d'entretien, alors un guide d'entretien semi-directif avec donc la liberté en fait d'aller et venir dans les thèmes, mais avec des questions qui ont bien été travaillées ensemble, avec des questions clés, des idées, des items pour relancer au cas où la personne ne se livre pas de premier abord. On a établi des procédures standardisées pour le recueil et pour faire une analyse individuelle chacun de chaque cas. On a des réunions hebdomadaires de restitution et d'analyse collective. Et l'idée de produire une note de synthèse à chaud pour éclairer les décideurs. Et aussi, donc, dans un deuxième temps, dès qu'on le peut, une analyse de contenu sur les transcriptions, donc avec une analyse plus classique que vous connaissez. Donc, voilà, on utilise le logiciel Advivo, on code sur notre item, et ensuite, voilà, on analyse là aussi collectivement les matériaux. Alors, juste pour terminer, il y avait l'idée de, comme je suis sociologue, d'avoir donc cette question un petit peu sur les aspects sociologiques. J'ai orienté sur la question de la perception du risque, qui me semble en sciences humaines et sociales très importante. Il y a d'autres thématiques en sciences humaines et sociales, notamment en sociologie, qui peuvent aider à penser l'épidémie aujourd'hui. J'en profite pour faire un petit peu de publicité pour un ouvrage qui est aujourd'hui en accès libre. Hein, c'est la décision des auteurs et de la maison d'édition de laisser en accès libre donc cet ouvrage, La Caisse du siècle, qui est un ouvrage collectif, Pierre-André Juven, Frédéric Piénu et Pierre et Fanny Vincent, voilà, qui aide aussi à réfléchir un petit peu à tout ça. Je vous remercie beaucoup et je vais lire vos questions. Merci beaucoup Agnès, c'était très riche. On est super à la bourre, mais c'est pas grave. Il y a déjà 2 questions, si tu veux. Oui. Alors, pensez-vous que la perception actuelle de 25% de la population française convaincue et véhiculant l'idée que le Covid est une fabrication des laboratoires? Alors, j'ai pas vu cette donnée. Justement, ça fait partie des rumeurs et aussi des façons que les personnes elles produisent, de donner finalement du sens à cette situation qui est quand même difficile, surprenante et nouvelle pour tous. De là, je suis quand même étonnée par ce chiffre de 25% de la population française et je veux bien la source, s'il vous plaît. Coutelec souligne l'intérêt de lire ou de relire l'opinion publique et la science, à chacun son ignorance, de Bernadette Vincent. Je le relirai avec plaisir. Merci Marie. Sondage IFOP aussi, faut-il en croire. Donc si on est très en retard... Juste une question. Qu'est-ce que tu penses de la nécessité de transparence alors dans un contexte comme ça? C'est très difficile pour un gouvernement de savoir jusqu'où il doit dire, jusqu'où il ne doit pas dire. Oui, c'est très dur et donc justement donc les personnes qu'on a enquêtées sont aussi elles sont il y a quand même un débat là-dessus, c'est-à-dire que le problème de la transparence, c'est le problème du mouvement de panique que peut générer une trop grande transparence vis-à-vis de la gravité de la situation. En même temps, comme je disais en introduction, il faut aussi que les personnes aient peur, puisque ok, donc ce qui peut motiver les comportements, c'est le prendre soin des autres, prendre soin de notre système de santé, prendre soin de nos aînés, de nos proches. Mais il y a un moment aussi où il faut assurer de cette gravité. Et le problème de la transparence, quoi qu'il arrive, là, c'est que c'est compliqué, on le voit bien, on fait un séminaire aujourd'hui, les données sont complexes, ou en tout cas il faut prendre un petit peu de temps pour les incorporer. Le temps de la politique, le temps des médias est extrêmement court et donc c'est quand même assez délicat pour cela. Merci beaucoup.